sur la notion dite de mauvaise herbe par le Gaëtan Bourdon du CPIE Périgord-Limousin, qui remplace au pied levé M. Michel Evrard. Donc on peut le remercier. Après, nous aurons donc la présentation de la charte zéro herbicide, donc l'aspect technique de cette charte par Daniel Beauvois, le contenu de la charte par le conseiller général Serge Mérillou. Nous aurons ensuite la présentation de ce qu'est un plan de désherbage, puisque c'est un des points qui est inclus dans la charte zéro herbicide, qui sera présenté par Manuel Pereira. Et enfin, nous assisterons à un retour d'expérience de communes qui se sont déjà engagées dans cette charte zéro herbicide, dans le cadre des plans d'action territoriaux qui vous ont été présentés ce matin par Stéphane Wagner. Et pour finir, nous aurons des communes qui vont venir signer la charte zéro herbicide, donc un acte d'engagement. Nous avons déjà des noms de communes qui se sont annoncés. Si parmi, dans cette assemblée, à l'issue de la présentation, d'autres communes décident subitement, et c'est pas subitement, mais souhaitent spontanément s'engager dans la démarche, eh bien, elles seront agréablement acceptées pour signer cette charte. Et on va vous présenter cet après-midi comment ça va se passer en termes de démarche. Alors, je ne sais pas où est passé Gaëtan Bourdon, il était sur la scène tout à l'heure, il arrive, et on va lui laisser la parole. Il va nous présenter donc la mauvaise herbe, enfin l'herbe dite mauvaise, j'aurais tendance à dire, puisque je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a d'herbe mauvaise, Gaëtan. Je lui laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Oui, je suis là pour vous parler des mauvaises herbes, essayer de faire l'éloge des mauvaises herbes. Alors, Gaëtan Bourdon, je travaille au CPIE, je suis salarié au CPIE du Périgord-Limousin, Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Mon prédécesseur était plus petit. CPIE, qui veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Alors, une association au nord d'Ordogne, à Varennes, capitale du Vin-Blanc, je sais pas si on qui commence. Et on fait beaucoup d'animation, de sensibilisation à l'environnement, au développement durable en général. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous comprendrez peut-être un petit peu mieux à la fin de mon diaporama tout à l'heure. De l'animation, de la sensibilisation et puis de l'accompagnement des territoires sur ces thématiques d'environnement et de développement durable. Alors, éloge des mauvaises herbes. Alors, en tant que naturaliste, c'est-à-dire que je vais vous présenter ce diaporama. Alors, naturaliste, généraliste, pas naturaliste ni botaniste ni entomologiste, mais naturaliste, généraliste. Alors, mauvaise herbe, une perception humaine. Mauvaise herbe pour qui? Mauvaise, a priori, c'est un jugement, c'est plus on n'est plus objectif à partir du moment où on dit mauvaise, ça veut dire qu'il y en a des mauvaises, il y en a des bonnes, on est dans quelque chose de déjà subjectif. Alors, mauvaise pour qui? A priori, c'est pour l'humain. C'est pour ça que j'ai parlé de perception humaine. Alors, quand je dis une perception humaine, c'est pour... quand on dit que quelque chose est humain, c'est qu'on se trouve des bonnes excuses. Je suis être humain, donc j'ai le droit de dire ça. Mais perception humaine, je l'entends aussi dans le fait que c'est une perception que humaine, et si on regarde un petit peu plus large, c'est une perception un petit peu restrictive. Alors pourquoi si mauvaise? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors les mauvaises herbes, je les appelle comme ça pour l'instant, sont au départ des plantes concurrentes. On est tous paysans, on a des ancêtres paysans peut-être qui nous ont mis ça dans le crâne. Des plantes concurrentes, alors concurrentes, ces plantes mauvaises herbes concurrentes à des bonnes herbes, alors concurrentes en termes d'éléments nutritifs du sol, en termes de lumière, en termes d'eau, d'accord? Alors ça c'est quand on se place comme cultivateur peut-être. Et tout ça, c'est des choses qui restent en nous, on a des a priori culturels qui sont bien ancrés en nous, qui font que ces plantes, on les appelle des mauvaises herbes. Et que finalement, on est tous dans une lutte acharnée contre ces mauvaises herbes, alors que les solutions ne sont pas si mauvaises que ça.
C'est pour ça que j'ai assez rapidement changé de terme. Bon, je pense que vous connaissez déjà ce terme technique. Un mauvais herbe, c'est peut-être le mot le plus courant, mais pour des techniciens, on parle assez facilement maintenant d'adventice. L'adventice, dans la définition, serait une plante qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. D'accord? Donc on n'est plus dans quelque chose de subjectif, si on parle d'adventisme, mais dans quelque chose d'objectif. Elle est mauvaise peut-être à ce moment-là, à cet endroit-là, mais elle ne l'est pas forcément tout le temps. Ouais, les mauvaises herbes, c'est moche, c'est pour ça qu'on les éradique. Alors, objectivité, subjectivité, l'esthétisme. Donc là, j'ai un petit peu triché, j'ai plus que des belles fleurs. Hein. Vous avez un coquelicot, une chicorée, une centaurée, un sénesson, et puis je sais plus quelle ombelle. Bon, si on se base sur cette subjectivité de l'esthétisme du paysage, on sera finalement jamais d'accord, à moins qu'on essaie d'influencer cette vision des choses. Objectivement, elles sont moches mes photos. Elles sont moches mes fleurs. C'est tout le travail qu'il va y avoir à faire derrière. Alors, petite photo un petit peu plus provocante qui va suivre. Toc. Alors la lutte contre les mauvaises herbes, avant d'envisager de lutter contre les mauvaises herbes, et même d'envisager simplement de trouver des alternatives aux pesticides, parce que c'est le premier objectif qu'on se donne. Oui d'accord, charge zéro herbicide, donc on va trouver des alternatives aux herbicides, aux produits chimiques. Mais peut-être que la première des alternatives, c'est d'essayer de supporter les mauvaises herbes. Donc voilà, comparaison d'images. Vous avez des mauvaises herbes en pleine santé, et là vous avez des mauvaises herbes en mauvaise santé. Alors là c'est encore la subjectivité qui parle. Je ne sais pas, vous préférez l'herbe verte ou vous préférez l'herbe jaune? Ça fait propre, c'est sûr. Alors là, bon, c'est caricatural, hein, c'est de l'herbe qui a été passée certainement au glyphosate, et qui symbolise le passage de l'agent. L'herbe est jaune, ça montre que je suis passé, on ne va pas m'embêter. Et dans la tête des gens, mais de manière complètement subjective encore une fois, ce passage, cette herbe jaune, va faire que c'est propre, que c'est beau, qu'il y a eu intervention humaine. Alors, la subjectivité de l'esthétisme, il n'y a pas que ça. Toutes les mauvaises herbes, enfin toutes, pour les mauvaises herbes dans leur ensemble, le milieu qu'elles créent quand elles sont toutes ensemble, ça crée un réservoir de biodiversité. Une diversité floristique. Alors, biodiversité, c'est un terme à la mode que toute personne née après 2010 doit connaître, puisqu'on était l'année internationale de la biodiversité l'année dernière, et que c'est un terme qui est très très à la mode, mais un milieu où on va laisser la mauvaise herbe pousser sera un réel réservoir de biodiversité. Toutes les espèces d'adventices créent un milieu, et les espèces elles-mêmes participent à la biodiversité de votre territoire. Alors, il y a la biodiversité des espèces elles-mêmes, mais il y a aussi la biodiversité de toutes les espèces qui y sont liées. Toute la biodiversité faunistique des animaux qui sont liés à ces adventices. Vous avez des papillons qui sont inféodés à telle ou telle plante. Vous avez, il y a le petit clin d'œil avec le grillon. Il y a les abeilles et tous les insectes pollinisateurs. Donc, on passe de la biodiversité des espèces d'adventices à une biodiversité beaucoup plus large, avec toutes les espèces qui vont vivre dans ce milieu où on va laisser les mauvaises herbes se développer. Alors, petit clin d'œil à l'abeille, la sentinelle de l'environnement. C'est sûr qu'elle trouve son compte sur des espèces cultivées, alors sur des cultures maraîchères ou sur des grandes cultures, mais il y a des endroits où il n'y en a que de la culture, que de la grande culture, et où ces abeilles et tous ces insectes pollinisateurs ne trouvent plus leur compte, parce que le fait de cultiver une même espèce, d'accord, on va offrir du nectar et du pollen aux abeilles, mais que pendant la période de floraison. Ce qui fait que les abeilles vont trouver leur compte à cette période-là, mais une fois que ce sera récolté, une fois que les plantes seront fanées, toute cette faune ne trouvera plus son compte. Donc on a même des cas un petit peu particuliers, un petit peu extrêmes, mais je ne sais pas si vous avez vu des reportages là-dessus.
en Amérique, où il y a des hectares, des centaines d'hectares d'amandiers qui sont plantés. Alors c'est le paradis des abeilles, sauf que c'est le paradis des abeilles seulement pendant quelques semaines, parce qu'une fois que ces fleurs sont fanées, c'est à peu près comme si se retrouvaient au milieu du Sahara. Il n'y a aucune autre espèce végétale qu'on laisse vivre autour de ces vergers, ce qui fait que les abeilles meurent tout simplement. Donc ils sont même obligés d'apporter des ruches pour qu'il y ait pollinisation et donc qu'il y ait production d'amandes. Et ces ruches, une fois que la floraison est passée, elles dégagent parce que les abeilles n'ont plus de quoi vivre. Alors là, tout ça, ce sont les espèces qui sont directement liées à cette végétation, à ces mauvaises herbes. Mais si on va un petit peu plus loin et qu'on commence à parler de chaîne alimentaire, vous avez forcément tous les autres animaux qui vont profiter, et des plantes, consommer les plantes, mais qui vont aussi consommer ces insectes qui profitent de ces mauvaises herbes. Les hirondelles, les mésanges, et puis la plupart des oiseaux, puisque la grande majorité des oiseaux sont insectivores en période de reproduction, ils nourrissent leurs petits avec des insectes. Donc si on n'a pas tout un cortège d'espèces végétales qui permettent de nourrir des insectes, on ne va pas avoir toute la faune qu'il peut y avoir derrière. Alors sans rentrer dans les détails, voilà, les populations de chauves-souris plongent, les populations d'hirondelles plongent. Alors tout ça, c'est dû à l'utilisation directe d'insecticides, donc on tue finalement la nourriture de ces animaux-là. Mais il y a aussi une destruction indirecte où on va détruire la nourriture de la nourriture, on va détruire le milieu naturel qui permet à ces insectes de se développer, donc à nourrir ces hirondelles, à nourrir ces chauves-souris et tous les autres oiseaux. Donc voilà, finalement, nos mauvaises herbes, et je devrais dire adventices maintenant, toutes ces adventices sont à la base d'une chaîne alimentaire. Elles créent un milieu, elles créent un écosystème qui peut être important. Alors on parle de biodiversité ordinaire parce qu'on n'est pas forcément sur des espèces patrimoniales, mais c'est quand même important de le préserver. Il y a alors vous avez parlé de fauche tardive et tout ce matin déjà. Alors chez nous, on est peut-être un petit peu moins concernés, mais il y a des régions en France où si on ne laisse pas ces bandes de mauvaises herbes, alors c'est des bandes vertes routières, mais ça peut être aussi des coins de jardin ou des coins de parc dans les collectivités. Si on ne laisse pas ces espaces avec des adventices gérés d'une certaine manière, il n'y a absolument rien comme diversité de milieu. Vous avez du blé partout, des centaines d'hectares de blé, et vous n'aurez rien d'autre. Donc en laissant volontairement ces adventices, avec une gestion particulière, on en parlera un petit peu tout à l'heure, en laissant ces adventices, on crée un milieu, on crée un écosystème favorable à toute une diversité d'espèces. Alors l'homme dans tout ça, ouais, la biodiversité c'est bien gentil, c'est pour ça que j'ai prévu un petit argument en plus. La biodiversité peut être au service de l'homme. Alors j'ai mis quelques exemples un petit peu caricaturaux. Il y a quasiment toutes les plantes, si on cherche un petit peu, elles ont une utilisation ou elles ont eu une utilisation. L'homme les a utilisées. Alors moi ici j'ai une photo de fleurs de plantain pour illustrer la plante médicinale, mais de manière très, très basique. Vous prenez une feuille de plantain que vous froissez entre vos doigts et ça sert à soulager les piqûres d'ortie. Alors ortie qui est en photo juste en dessous, ortie ami du jardinier. Alors j'ai repris, on va me dire que j'ai fait du plagiat, Purin d'Ortie et compagnie, vous connaissez peut-être le titre de ce livre-là. Mais voilà, toutes ces adventices finalement, si on les connaît, si on sait les utiliser, elles ne sont plus des mauvaises herbes, elles deviennent des bonnes herbes, puisque donc le purin d'ortie, et en plus le purin d'ortie est une alternative à certains pesticides, pas que pesticides d'ailleurs, certains produits chimiques, puisque c'est aussi un engrais. Et puis, donc je vous ai parlé tout à l'heure de tout un cortège d'espèces d'insectes, notamment qui peuvent se développer sur ces zones d'adventices, des zones où on va laisser des mauvaises herbes. Mais il y a tous les auxiliaires. Alors je ne sais pas si ça parle pour tout le monde, les auxiliaires, mais c'est toutes ces petites bestioles. Alors c'est pas que des insectes, ça peut être des oiseaux aussi. Tous ces animaux qui nous facilitent la vie de jardiniers ou d'agents territoriaux qui s'occupent des espaces verts. Tous ces insectes qui permettent de recréer un équilibre dans votre espace vert. Quand on est sur un entretien classique
et sur un milieu très cultivé, très entretenu, avec beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides, on est sur un équilibre très très fragile. La plante, dès qu'elle va avoir une agression, elle n'aura pas les moyens de forcément répondre à cette agression, et elle n'aura pas non plus les auxiliaires pour l'aider à réagir à cette agression. Donc en fait, quand on laisse des zones non cultivées de manière intensive, où on va laisser les adventices se développer, on va pouvoir laisser tous ces insectes dont je vous ai parlé tout à l'heure se développer, et certains de ces insectes sont favorables à la lutte contre les agressions des plantes. Alors la coccinelle, c'est un petit peu l'emblème des auxiliaires, vous connaissez les larves de coccinelle qui mangent les pucerons, mais il y en a plein d'autres, et il y a tous les insectes pollinisateurs bien sûr, sans lesquels on n'aurait pas de multiplication d'un grand nombre d'espèces. Alors c'est bien gentil tout ça. Si vous êtes persuadé de la chose, de la relativité de l'esthétisme, et que vous trouvez les adventices belles, vous allez me dire ouais c'est bien gentil, mais moi, agent territorial, quand je vais me balader dans ma commune, ou moi élu quand je vais me balader dans ma commune, je suis pas sûr que le message passe. Si l'herbe n'est pas jaune comme l'année dernière pour montrer que je suis passé, ou si ça n'a pas été tondu pour montrer que je suis passé, voilà, il y avoir des coups de fil à la mairie, c'est très classique. Hein. D'où un projet futur, qui devait être un projet en cours, mais qui sera un projet futur qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place cette année, qu'on va essayer de mettre en place en 2012, un carré pour la biodiversité. Un projet du CPI du territoire de Mouzin. Alors, tout ce que je vous ai dit là, peut-être que vous adhérez, je ne sais pas si vous adhérez ou pas, mais si vous voulez le mettre en place sur votre commune, obligatoirement ça doit passer par la communication. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain changer complètement d'habitude de travail. Donc il faut que ça s'accompagne il faut que ce soit accompagné par la communication. Il y en a plusieurs, dont ce que nous proposons là. Et puis parallèlement, il y a les particuliers, les citoyens qui vont peut-être venir se plaindre, il faut les impliquer là-dedans. Alors, petite anecdote, comment est né ce projet, en fait, l'année dernière, et il y a encore ça cette année, c'est ce week-end d'ailleurs, je ne vais pas faire la publicité, du marché des tisserands à Varennes, mais lors du marché des tisserands, on ouvre un jardin, le jardin du Ludovic, à Varennes, qui fait à peu près 1 hectare et qu'on gère de manière extensive, où on laisse des grandes zones enherbées, où on laisse les adventices se développer. Mais on communique dessus. Quand les gens rentrent dans le jardin, on leur explique pourquoi c'est comme ça, et puis il y a des petits panneaux aussi qui leur expliquent pourquoi est-ce qu'on laisse les adventices pousser. Et les gens sortent de là en disant « Ah, mais c'est super comment vous faites !» C'est vrai que finalement on a des marguerites, il y a des coquelicots, il y a des sauges sauvages qui se développent. Et les gens sortent de là « Mais c'est super, votre truc c'est super beau, comment on fait ?» C'est très simple, pas sur tout votre jardin, on ne vous oblige pas à le faire sur tout votre jardin, mais au moins sur un petit carré, vous ne tondez pas, vous n'apportez pas de traitement sélectif, et vous ne tondez qu'une fois par an à l'automne. Et là, ça fait tilt, et ah bah ouais, c'est pas si dur que ça, et en plus c'est joli. Et on s'est dit, bon bah, a priori les gens sont réceptifs, si on appuie un petit peu sur la communication, qu'on les prend un petit peu par la main, peut-être qu'ils vont se lancer. Donc l'idée de ce carré pour la biodiversité, c'est un projet commun destiné aux collectivités territoriales et aux particuliers, où on les invite à garder un carré, alors le carré il peut être triangulaire, à garder un espace ce qui est habituellement un gazon ou une pelouse, à ne pas le tondre, à laisser la mauvaise herbe, l'adventice se développer, parce qu'en fait on parle de mauvaise herbe, mais en général on ne sait même pas si au moins visuellement elle est belle ou pas belle, bonne ou mauvaise, parce qu'on la coupe avant qu'elle ait le temps de se développer. Et l'idée c'est d'inviter les gens, les particuliers et les collectivités, à laisser un espace sans le traiter, sans intervention, jusqu'à l'automne, et de laisser la flore se développer. Donc, la fleur, mais donc forcément tout le cortège d'espèces animales, insectes entre autres, qu'il peut y avoir derrière. Et on proposerait dans ce cadre forcément les outils de communication qui vont avec, c'est-à-dire le petit panneau pour la commune pour présenter le projet, histoire de dire non, il y a un carré qui n'est pas entretenu, c'est pas parce que ma tondeuse est tombée en panne ou parce que je suis un gros feignant. Et puis pour le particulier, l'autocollant à mettre sur sa boîte aux lettres, ou pareil le petit panneau à mettre au pied de son carré pour dire, pareil, pour faire passer le message au voisin qui passe pas pour le... Voilà. Donc,
Alors comment ça marche? Donc ça c'est les objectifs que je vous ai présentés, hein, sensibiliser le grand public mais aussi les collectivités à la biodiversité dite ordinaire, c'est-à-dire les espèces pas forcément patrimoniales mais qui font partie de la richesse de notre région et à sa préservation, la relativité de l'esthétisme, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'impact des pratiques de gestion, donc pesticides, donc insecticides, traitements sélectifs, tout ce qui est traitement contre la mousse, etc. Et puis l'intérêt des fauches tardives, donc je pense que vous en avez déjà pas mal parlé ce matin sur les dépendances vertes routières, mais cette idée de carré pour la biodiversité, c'est aussi un moyen de médiation, de sensibilisation sur les fauches tardives. Alors le Conseil général le fait sur ses routes départementales. Alors les collectivités sont peut-être sensibilisées au pourquoi du comment, mais les particuliers sont peut-être encore des personnes à sensibiliser là-dessus. Donc on propose à ces particuliers, à ces collectivités de s'engager dans un projet commun là-dessus. Donc ce carré, en fait, en lui-même, à l'échelle de la Dordogne, peut-être qu'il ne représentera pas grand-chose en termes de biodiversité, d'enrichissement de la biodiversité, mais il devient lui-même un propre outil de communication à tout ce qui touche aux pesticides, à la fausse tardive, à la gestion différenciée, à une pression de gestion plus lâche. Alors le principe, ce sera sur une page internet du CPIE. L'idée c'est de s'engager sur une surface donnée et peut-être de se faire des petits défis avec tant de surface pour tel mois. Voilà, que chacun s'engage en signant électroniquement une petite charte qui respecte tous les petits engagements qui permettront d'avoir un carré pour la biodiversité le plus attrayant possible pour la faune et la flore. Et puis je valorise mon action, donc ça c'est tout ce que je vous ai dit en termes de communication. Le petit panneau, le petit autocollant ou le flyer, enfin, l'outil qui va permettre de justifier votre engagement, qui est un engagement qui sera peut-être, qui potentiellement peut être mal perçu par le voisinage. Voilà, donc je vous invite, en espérant, mais ça ne pas, j'espère pour que ça se fasse, qu'on puisse mettre en place cette action en 2010, donc particuliers et collectivités. Si vous êtes intéressé par le projet, voici nos coordonnées. Merci de votre attention.